Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue au 20h sur Equinox Télévision. Yaoundé prête à accueillir le président français. Il faut dire que l'itinéraire que va emprunter François Hollande a connu un coup de neuf. Quelques habitants du trajet, Yaoundé même regrette tout de même les démolitions qui ont été effectuées dans le cadre de la réalisation de ces travaux. Nous allons revenir intégralement sur le programme prévu pour la visite de François Hollande demain. François Hollande qui a entamé son périple africain par le Bénin. Et en santé, le cancer du sein est d'après les médecins le plus fréquent chez la femme au Cameroun. Pourquoi cela? Qu'est-ce qui explique cette situation et comment se rendre compte qu'on est atteinte de cette maladie? Peut-on guérir du cancer du sein? Voilà autant de questions que nous allons essayer d'apporter quelques éléments de réponse dans la deuxième partie de ce journal. Et puis à l'étranger, 6 casques bleus trouvent la mort dans le nord du Mali suite à l'attaque d'un convoi à 45 km au sud de Tombouctou. Voilà pour les titres. Une fois de plus, bonsoir. Ouvrons cette édition d'information en parlant de ce litige foncier survenu à Logbesu. Nous sommes là dans l'arrondissement de Douala 5e où des éléments de la gendarmerie ont procédé à des déguerpissements de plusieurs familles au lieu du bloc 17. Une action largement contestée par les populations qui disent n'avoir pas été notifiées. Plus de précisions dans ce reportage de Viviane Kamoa et Innocent Abega. Quartier Logbesu dans le 5e arrondissement de Douala. Des hommes armés jusqu'aux dents, munis d'un véhicule anti-émeute et d'un convoi appartenant à la gendarmerie nationale, procèdent au déguerpissement des habitants du bloc 17. Ceci au grand désarroi de ces populations. Le matin, on me réveille très tôt, je suis sur perfusion. On est en train de casser bloc 16. J'ai mon papier avec un numéro de titre foncier et on me fait comprendre que tout ce bloc l'appartient. Je suis restée chez moi le matin, on m'appelle seulement, on dit que c'est grave dans le champ, c'est grave, c'est grave. Je dis c'est quoi? Il dit que Nia est venu pour casser la ferme. Je descends avant d'arriver là-bas en bas, là, je le vois déjà avec le caterpillar. Et si j'ai supplié même comment, j'ai pleuré. Quand il revient, il va encore monter. C'est là où je suis montée sur le caterpillar, que écraser moi seulement avec. Parce que je ne sais pas là où je vais encore commencer. Maître Toa, huissier de justice représentant le Siornia, affirme que cette descente musclée fait suite à une décision de justice. Ces derniers avaient exercé certaines voies de recours à la Cour suprême. Et cette Cour a rejeté leur demande de sursis à exécution. Faux retorquent les familles déguerpies. Elles disent n'avoir jamais été notifiées, voire même sommées. Je pense que pour casser les gens, on doit donner d'abord la sommation. Lucie nous fait comprendre qu'il y a eu sommation, c'est que moi, personnellement, je n'ai pas eu. Jusqu'à l'heure où je vous parle, il n'y a aucune décision qui a été rendue. Nous sommes à la chambre administrative, nous sommes à la cour d'appel. Aucune décision n'a encore été rendue, mais à notre grande surprise, personne d'ailleurs n'a été notifié de cette démolition. Certains dénoncent le caractère arbitraire de ces casses, car si bon nombre de domiciles ont été entièrement détruits, d'autres par contre demeurent intacts sur l'espace querellé. Quand ils sont sur le terrain pour casser, les autres négocient. Donc on a ciblé les maisons. Il y a une négociation, mais mon fils pleure, il s'enroule. Il dit, laissez-moi 10 minutes pour que le propriétaire arrive. On ne dit jamais, c'est déjà vendu. Des sources concordantes nous font savoir que le Siornia, par l'intermédiaire de ses conseils, a proposé à certains habitants de garder leur terrain avec comme contrepartie le versement de 40 000 francs par mètre carré au lieu de 3 000 francs comme lors de l'acquisition dans les années 2000. Il me demande 40 000 francs le mètre carré. Que s'il ne doit pas 40 000 francs le mètre, il va revenir maintenant écraser que tout. C'est un véritable drame que viennent de vivre les habitants du quartier Logbesu, bloc 17. Ils viennent de voir le travail de toute une vie détruit le temps d'une matinée. Mais tout porte à croire que ces casses étaient à terre de chercheuses. Mais que recherchaient-ils donc? C'est une question à laquelle les familles aujourd'hui sans abri auront du mal à répondre. Des familles qui passeront la nuit et peut-être beaucoup d'autres à la belle étoile. Pour Equinox Télévision, je suis Viviane Kamoa. Eh bien, si les populations de Logbesu se plaignent n'avoir pas été avisées, eh bien, celles
qui occupent les zones à risque dans l'arrondissement de Douala 3e et même Douala 5e ont été avisés avec notamment les croix de Saint-André qui ont été apposées. Eh bien, il faut dire que l'on s'avance résolument vers la date butoir, que le gouverneur de la région du littoral a instruit la communauté urbaine de Douala pour procéder à la démolition de ces concessions. Eh bien, un tour dans l'arrondissement de Douala 3e a permis à nos reporters de se rendre compte du fait qu'aucun habitant ne souhaite partir de ces lieux. C'est le constat qui se dégage dans ce reportage de Jean Junimpek et Eric Massiandjoum. Quartier Soboum, dans l'arrondissement de Douala 3. De nombreux murs sont estampillés. La croix de Saint-André et les écriteaux donnaient 48 heures aux propriétaires pour démolir ces bâtisses aménagées sur des drains ou trop proches d'eux. C'était le 25 juin 2015. À quelques heures du 6 juillet, date annoncée par la communauté urbaine de Douala pour entamer les casses, aucun propriétaire n'a arraché le moindre clou. Raison, ils sont nombreux qui estiment que ces croix de Saint-André sont arbitrairement matérialisées sur les domiciles. Ils n'ont pas respecté le métrage de déguerpissement, c'est 5 mètres. Ma maison est à plus de 5 mètres. 5 mètres de drainage, c'est-à-dire là où le caterpillar doit rester pour creuser la rigole. L'autre jour, ils sont entrés ici, ils mettent seulement la peinture, Ils n'avaient même pas de mètre entre leurs mains. Donc c'est comme si c'était un coup monté. On ne sait pas. S'il faut casser réellement, comme la communauté était venue maintes fois, c'est quand même la barrière de l'hôpital doit être raclée. Depuis le 25 juin, ces potentielles victimes de casses à venir ont perdu le sommeil. Des démarches pour un nouveau tracé, surtout un métrage réglementé, ont été engagées auprès des autorités. Mais on a même écrit au gouvernement. Nous avons fait des écrits. Le préfet doit avoir un reçu et même le délégué du gouvernement doit avoir un reçu de ce qu'on a fait. Personne n'envisage par-dessus tout partir avant la date du 6 juillet et donc l'option est celle du pied de grue. Oui, c'est le 6, ils nous ont dit, selon ce qu'ils ont dit, ils ont dit que c'est le 6. C'est le 6 qui vont descendre ici. On ne doit pas faire des trucs que ça va encore créer des problèmes aux gens. Pourtant, de nombreuses habitations obstruent quasiment les drains. Dans le cas de Soboum, il est complètement bouché d'un côté, les populations l'utilisant aussi comme dépotoir. La question à présent est celle de savoir si la communauté urbaine de Douala mettra sa menace de démolition le 6 juillet prochain à exécution. Si cela n'est pas fait, on restera dans les promesses et les menaces creuses qui poussent parfois les populations à minimiser le message porté par ces croix de Saint-André. La suite, c'est avec ce drame survenu à Edea, le chef-lieu du département de la Sandaga maritime. C'est un jeune homme qui a été retrouvé pendu au bout d'une corde, tout porte à croire qu'il s'agit d'un suicide. Le récit des faits de Rodi Ngassi et Julingue. Difficile de savoir avec exactitude les circonstances du décès de ce jeune adolescent âgé de 22 ans, nommé Takan Steve. Son corps a été retrouvé pendu au bout d'une corde dans un chantier du quartier Mbondandik à Edea. C'est un appel téléphonique de la police judiciaire qui a alerté ses proches à Douala. Nous nous sommes séparés à la maison vendredi soir. Et depuis vendredi, nous n'avons pas vu, nous nous sommes mis à lui chercher. Et ce matin, à 7 heures, quand on m'appelle moi-même son aîné, on me demande si je connais un monsieur Takan Steve. J'ai dit oui. On me dit qu'il est au niveau d'Edea, qu'on l'a trouvé au niveau d'Edea. C'est où aussi il me dépêche et appelle mon petit frère. Et voilà, Takan Steve qu'on l'a trouvé à Edea pendu. Nous avons pris directement la voiture et nous sommes arrivés à ce niveau. Et nous sommes vraiment surpris par sa mort, parce que nous ne savons pas comment il est arrivé jusqu'à ce niveau, parce que nous n'avons pas de famille ici à Edea. Nous ne connaissons même personne. Le frère aîné du défunt confesse qu'il avait essayé plusieurs fois de mettre fin à ses jours. Il faut tenter cela par une bouteille qu'il avait pris. Comme vous avez vu la cicatrice au niveau du cou. Et il a essayé une fois aussi de se suicider, mais on a pu le sauver. Le corps de Takan Steve a été transporté dans une morgue de la place. Une enquête a été ouverte. Eh bien, le décor se plante peu à peu dans le cadre de la visite du président français François Hollande. Il arrive à Yaoundé demain.
Mais avant cela, je propose de nous intéresser à l'itinéraire que devra donc emprunter le président camerounais et le président français. Un itinéraire qui est au petit soin. Les nids de poules ont disparu, mais des travaux appréciés par les riverains. Ces riverains regrettent néanmoins les démolitions liées à ces travaux. Voici à cet effet le reportage d'Élysée Mbogba et Marcelin Gansop. Au célèbre carrefour Mvan à Yaoundé, des agents de police peinent à discipliner des automobilistes. Une longue file de véhicules s'est vite formée en raison des travaux de réhabilitation de la route qui passe dans le coin. Des travaux qui génèrent d'interminables embouteillages. Plus loin, au lieu dit Azégué Village, c'est un nouveau bitume qui nous accueille. Ça roule comme sur du velours. C'est que l'axe présidentiel qui va de Simalène jusqu'au carrefour Jean-Paul II à Chinga connaît une effervescence particulière depuis quelques jours. Nids de poules et autres broussailles ont cédé la place à un décor plus attrayant. Cet itinéraire se fait plus beau et les usagers apprécient. Parce qu'avec des mauvaises routes, régulièrement, il y a des accidents, il y a des embouteillages. Les voitures vont circuler normalement, les voitures n'auront plus à faire des accidents, des motos n'auront plus des problèmes de circulation. Vraiment, ça nous arrange beaucoup parce que la route était très petite avant. Et avec les travaux en cours, on essaie d'élargir, puis ça va éviter beaucoup de choses. Et de dire merci, non pas aux autorités camerounaises, mais au président français, François Hollande. Parce qu'une fois que le président français arrive au Cameroun, on élargit la route de l'aéroport international de Simalène, c'est une bonne chose. Ça veut dire que s'il arrive dans 2 ans aujourd'hui, même l'autoroute sera finie avant. Voilà, nous sommes très fiers de la venue du président François au Cameroun. Parce qu'en quelques heures, il nous laisse la route. Si vous pouvez venir chaque mois, c'est que c'est du tout bien. C'est qu'on va arranger toutes les routes de notre pays, toutes les routes de Yaoundé particulièrement. Et comme on ne fait pas des omelettes sans casser les œufs, quelques constructions de fortune proches de la route présidentielle ont été détruites, créant un pincement dans le cœur des victimes de ces déguerpissements inattendus. Et s'il y avait mon petit fonds de commerce que je faisais là, on nous casse déjà tout, on ne parvient plus à s'en sortir avec nos familles que nous avons à la maison qui souffront et tout et tout. Et puis on a même un autre souci, c'est que à partir de demain, les activités ici vont s'arrêter, vont nous fermer, on va fermer même les maisons. En dehors de la réhabilitation de la route principale, l'itinéraire présidentiel reçoit des coups de pinceau, ça et là. Les rues sont balayées, l'alimentation en énergie électrique est passée au peigne fin. Des messages exaltant la coopération franco-camerounaise complètent le tableau. Comme une femme, le jour de son mariage, la cité capitale fait sa toilette pour accueillir François Hollande. Yaoundé paraît aux couleurs de la visite de François Hollande. L'axe Yaoundé-Simalène reçoit un coup de neuf avec quelques grincements dedans, mais beaucoup de satisfaction exprimée par les populations. Ici Élysée Mbogba, Marcelin Gansop, Equinox Télévision. Eh bien, nous restons à Yaoundé avec le ministre camerounais en charge de la communication qui exalte la coopération franco-camerounaise. À 24 heures du bref séjour de François Hollande, Issa Tiroma Bakari a relevé quelques bons points de cette coopération vieille de plusieurs dizaines d'années. C'était au cours d'un point de presse qu'il a donné en fin d'après-midi dans ses services. Voici à présent un extrait de cette sortie du ministre de la Communication, Issa Tiroma Bakari, au micro de notre reporter. Nous nous apprêtons donc à vivre un événement de première importance dans l'histoire déjà très ancienne de la coopération qui lie notre pays à la France. Au-delà du vécu politique des présidents Paul Biya et François Hollande, nos deux pays entretiennent des relations à la fois anciennes, riches et diversifiées. Les secteurs prioritaires retenus étant les infrastructures, l'éducation de base et la santé, ainsi que l'agriculture et l'environnement. Au plan commercial, les échanges franco-camerounais ont connu un accroissement significatif ces dernières années, atteignant un taux de progression de 4,8% en 2013. Au total, qu'il s'agisse du C2D ou des prêts souverains et non souverains, plus d'une vingtaine de conventions de financement ont été signées entre 2011 et 2014 au bénéfice de nombreux projets structurants.
Eh bien, le chef de l'État français qui effectue à compter de demain une visite au Cameroun est un homme pondéré et parfois très déterminé. Son portrait nous est dressé ici par Guy Zogo. Réajustant sa veste, François Gérard Georges Nicolas Hollande, communément connu sous le nom de François Hollande, qui arrive au Cameroun, est un politicien au parcours atypique. En dehors de lui-même, qui a toujours clamé qu'il serait président, personne ne le voyait un jour à l'Élysée. Né le 12 août 1954 à Rouen, il a finalement été élu 24e président de la République française le 15 mai 2012. Après l'École nationale d'administration, ENA, dont il est diplômé de la promotion Voltaire en 1980, il devient en 1981, après l'élection de François Mitterrand, chargé de mission pour l'Élysée. Il quitte l'Élysée en 1988 et enseigne l'économie jusqu'en 1991 à l'Institut d'études politiques de Paris. Conseiller de Lionel Jospin, qui devient Premier ministre en 1997, il hérite du poste de premier secrétaire du Parti socialiste que le nouveau Premier ministre doit quitter. Les mauvais résultats du Parti socialiste dans la période 1997-2007 le mettent à l'étroit au point que Ségolène Royal, sa compagne de l'époque, avec qui il a eu 4 enfants, lui est préféré par le Parti socialiste pour la présidentielle de 2007 qu'elle perd face à Nicolas Sarkozy. Il n'empêche, François Hollande croit toujours en son destin présidentiel et Dominique Strauss-Kahn va le lui offrir sur un plateau. Après son retrait de la course à la présidence, suite à l'affaire Diallo, face à un Nicolas Sarkozy mal en point dans l'opinion, il réalise son rêve qu'il n'a jamais cessé de nourrir. À l'Élysée, François Hollande s'avère déterminé au point où parfois son camp l'accuse d'être aphone, lui qui refuse obstinément de changer de cap dans ses options politiques à la tête de la France. Et les faits semblent lui donner raison avec les premiers signes de relance de l'économie française, même si le chômage y est toujours endémique. À côté de son humour corrosif, connu pour ses effets dévastateurs, Hollande sait se montrer ferme. Dans le cadre d'une visite éminemment politique comme celle qu'il effectue au Cameroun, il peut être un interlocuteur particulièrement retors. Avis donc à ceux qui croiseront son chemin. Salut alors l'action de... Eh bien, il faut dire que François Hollande a entamé son périple africain par le Bénin qu'il a d'ailleurs cité en exemple pour lui. Le Bénin est une référence sur le plan démocratique. Par le fait de l'alternance, François Hollande a également, au cours de son allocution à Cotonou, condamné ces différents chefs d'État africains qui changent la constitution pour se maintenir au pouvoir. Nous y reviendrons. On parle à présent de santé en indiquant que 5 à 10% de cancers du sein chez les femmes sont génétiquement transmis. La sédentarisation, le stress chronique et surtout l'exposition pendant des années aux hormones estrogènes sont entre autres les causes de cette maladie. Des médecins ont fait cette révélation hier en faveur de la semaine liée au cancer du sein. Plus de précisions avec Flavien Valondongo. Le cancer du sein, dont les manifestations sont peu connues au sein de la population féminine, ne fait pas de cadeaux au sexe féminin. 5 à 10% des cancers du sein peuvent être génétiquement transmis. Ça veut dire que la grand-mère avait un gène. Il y a des gènes qui ont été identifiés en médecine qu'on appelle BRCA1 et 2. Ça commence par une petite boule. La patiente n'a absolument pas mal. C'est pour ça qu'on dit que c'est une maladie méchante. Un qualificatif pour exprimer les dégâts que cause le cancer du sein et surtout de manière silencieuse. Très souvent, celles qui en sont même dépistées ou diagnostiquées sont surprises. Quand on leur dit qu'il y a le cancer, qu'est-ce qu'elles nous disent? J'ai pas mal. Mais oui, le cancer du sein tue parce qu'il ne fait pas mal. Quand le cancer commence à faire mal, ça veut dire qu'il est très avancé. Le cancer du sein est une pathologie aux facteurs multiples et parfois négligée par ignorance. Il y a la pollution, il y a le risque d'irradiation radique, et puis il y a maintenant l'obésité, l'alimentation riche en graisse et pauvre en fruits et légumes, donc l'inactivité physique, le stress chronique, et puis les femmes qui vont avoir leurs premières règles très tôt et une ménopause très tardive. Des facteurs qui contribuent à faire le cancer du sein. La maladie est donc présente au Cameroun, même si la prévalence est ignorée par des spécialistes de la santé. Seulement, des associations, au regard des risques permanents, ont vite fait de mettre en place un processus pour combattre le cancer du sein, surtout à partir des exemples. Une collègue qui, dans son cas, par contre, a eu 3 cas de cancer, sa maman et ses 2 tantes, a demandé qu'on l'aide à commencer cette organisation du sein. Et j'ai été aussi encouragée parce que mon papa, il est décédé d'un cancer de la prostate.
J'estimais qu'un cancer valait un autre si je pouvais aider à combattre celui-là et je me suis jetée à l'eau. Le cancer du sein est guérissable s'il est découvert à temps et surtout après le dépistage. Eh bien, nous allons revenir dans la deuxième partie de ce journal sur cette maladie, le cancer du sein. Comment savoir que l'on est atteint de cette maladie est-elle curable? Autant de questions que nous allons tenter d'apporter quelques éléments de réponse avec notre invité. Tout autre chose à présent, le Social Democratic Front dénonce le projet de loi sur les jeux de hasard voté il y a 2 jours par le Parlement. Pour le Parti de la Balance, la loi qui sera bientôt promulguée par le président de la République ne garantit pas la protection des mineurs au Cameroun. Plus de précisions avec Emmanuel Diop et Aïk Cyril. Votée par le Parlement, la loi fixant le régime des jeux de divertissement, d'argent et de hasard ne semble pas avoir pris toutes les mesures de sécurité en ce qui concerne notamment la promotion des mineurs. Partout où il y a ces jeux de hasard, vous constatez que leurs installations sont faites à côté des écoles, ou près des églises, un peu partout où les mineurs facilement peuvent accéder. Et dans la loi, même vous avez vu qu'il n'y a pas de tranche d'âge précise où on indique de tel âge à tel âge, il faut que c'est... Donc je pense que les mineurs et les populations faibles à risque ne sont pas assez protégés dans cette loi. En son article 14, alinéa 1, la loi récemment votée dispose que les entreprises de jeux de hasard payent une redevance annuelle de 2% hors taxe sur leur chiffre d'affaires, montant jugé dérisoire pour des entreprises dont les bénéfices sont énormes. Quand on a un 2% dans les secteurs où les gens peuvent faire des bénéfices énormes, nous pensons que les taxes sont très faibles. Il faut utiliser ça comme un élément de dissuasion pour que les gens ne s'empressent pas d'ouvrir les installations de jeux de hasard partout. Pour le reste, la loi numéro 974 fixe en son article 11 les conditions dans lesquelles les opérateurs de jeux de hasard peuvent faire de la publicité. Tout comme, en son article 8, alinéa 2, elle interdit à ces entreprises de financer ou de parrainer des événements destinés spécifiquement aux mineurs. Place à présent à l'information au-delà de nos frontières. Tout d'abord, Mali, où 6 casques bleus trouvent la mort dans le nord du pays. 9 autres sont grièvement blessés. Leur convoi a été attaqué à 45 km au sud de Tombouctou. Plus de précisions avec nos confrères de Renews. Revenons donc sur ces 6 morts, les 6 casques bleus qui ont donc trouvé la mort au nord du pays, du Mali, après que leur convoi ait été attaqué à 45 km au sud de Tombouctou. Nous retrouvons nos confrères de Renews. Un convoi de la MINUSMA, la mission de l'ONU pour la stabilisation du Mali, a été attaqué par des terroristes dans la région de Tombouctou. 5 casques bleus burkinabés ont été tués et 9 autres blessés selon des sources de sécurité au sein de la MINUSMA. Leur convoi a délibérément été visé près de Goundam, puisque toujours selon les mêmes sources de sécurité, quelques heures avant d'emprunter le tronçon de route, les vérifications sécuritaires avaient été faites et aucune mine n'avait alors été détectée. Selon l'ONU, la MINUSMA est son opération de maintien de la paix la plus coûteuse en vie humaine depuis la Somalie dans les années 90. Plus de 40 soldats onusiens ont été tués depuis son déploiement en juillet 2013. La suite, c'est en Algérie. Qui a tué et comment sont morts les 7 moines d'Itibérine? 20 ans après les faits, le mystère demeure. Une expertise vient de remettre en cause la date et les conditions du septuple meurtre. Retrouvons cette fois-ci nos confrères de France 24. Les têtes des moines de Tibérine ont parlé et d'après l'expertise scientifique, 2 éléments troublants viennent bouleverser l'enquête. D'abord, la décapitation des moines aurait eu lieu post-mortem. Ensuite, le décès serait antérieur au 21 mai 1996, date à laquelle le GIA a officiellement revendiqué l'assassinat des moines. L'état de décomposition des têtes au 30 mai 1996 laisse supposer avec une très forte probabilité que la date de la mort est de plus de 9 jours
et sans doute au minimum peut-être 3 semaines, 1 mois. À Paris, les familles ont pris connaissance des résultats de l'expertise. Une expertise possible grâce à l'exhumation des crânes à Alger en octobre dernier. Mais si l'équipe française a pu effectuer des prélèvements, elle n'a pas été autorisée à les ramener en France. Pour arriver à des certitudes, on a vraiment besoin des prélèvements qu'on a laissés à Alger. Donc les experts ont pu faire des conclusions, je dirais à 80%, sur les causes. Je vous invite à présent à vous joindre à nous dans la deuxième partie de ce journal. C'est juste après la transition, nous allons parler du cancer du sein. Eh bien, avant d'accueillir notre invité, je vous donne rapidement ces scores en ce qui concerne donc la rencontre comptant pour la 21e journée, des résultats qui nous arrivent à l'instant même, des rencontres disputées aujourd'hui à Yaoundé. Le canon sportif de Yaoundé a donc pris le dessus sur son frère ennemi, le Tonnerre, 1-0, tandis qu'à PGS de Mfou et UMS de Loum se sont séparés dos à dos, 1 but partout. Place à présent à l'objet de la deuxième partie de ce journal. Comme l'annonçait, il s'agit du cancer du sein et nous recevons à cet effet une dame docteur gynécologue et obstétricienne à l'hôpital général de Douala. Bonsoir madame. Bonsoir monsieur Étienne Pascal Azégué. Alors vous êtes le docteur Charlotte Tchente Ngefak. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Alors, dans le cours de ce journal, nous avons indiqué que le cancer du sein est le plus fréquent chez la femme. Pourquoi cela? Alors, nous disons que le cancer du sein est le plus fréquent chez la femme, c'est en raison des données statistiques. C'est-à-dire que lorsque on prend les femmes et qu'on regarde tous les cancers qui surviennent chez la femme, on voit que le premier, c'est le cancer du sein. Donc, c'est pour ça que on dit que c'est le plus fréquent chez la femme. Donc, c'est en raison des données statistiques. La femme peut développer d'autres cancers, tels que le cancer du col de l'utérus, de l'ovaire, le cancer du foie. Mais le plus fréquent, en termes de pourcentage, c'est le cancer du sein. Alors, au-delà du pourcentage, est-ce qu'il y aurait d'autres éléments qui pourraient, peut-être, sur peut-être la constitution de la femme, qui pourraient faire en sorte que ce soit davantage le cancer du sein qui soit plus fréquent? Alors, en réalité, non. C'est vrai que pour le cancer du sein, il existe ce qu'on appelle les facteurs de risque. Est-ce que le fait que le sein soit un organe accessible, exposé, le prédispose à, par exemple, à être plus atteint par le cancer? Sur le plan médical, peut-être pas. C'est vrai que lorsqu'on voit, par exemple, l'exposition aux hormones, œstrogènes, endogènes, c'est-à-dire que les ovaires sécrètent naturellement des hormones qui agissent au niveau du sein. Bon, on peut se demander, est-ce que c'est pour ça? Mais les œstrogènes ovariens agissent aussi au niveau d'autres organes, au niveau de l'endomètre, par exemple, au niveau de l'utérus. Mais c'est pas pour autant que le cancer de l'utérus est le plus fréquent. Je pense que c'est juste, c'est un organe qui est peut-être un peu plus sensible, mais il n'y a pas une explication. C'est un constat de voir que, en réalité, chez les femmes, le cancer le plus fréquent, c'est le cancer du sein. Alors, il y a toute une semaine qui a donc été consacrée pour à savoir davantage sur le cancer du sein. Alors, comment savoir que l'on est atteint de cette maladie? Alors, c'est très simple. En réalité, pour le savoir, il faut déjà être habitué à examiner ses seins régulièrement. C'est pour ça qu'on encourage les femmes à faire ce qu'on appelle l'auto-examen mensuel des seins. C'est-à-dire qu'une fois par mois, la femme regarde au miroir pour voir l'aspect de ses seins, s'il n'y a pas de modification particulière. Et puis, elle palpe les seins. Ça lui permet donc d'être habituée à la texture des seins. Et le jour où on se rend compte qu'il y a une anomalie qui survient, ça peut être des modifications au niveau de la peau, ça peut être une boule qu'on ressent à l'intérieur du sein alors qu'on n'était pas habitué à la sentir, il faut consulter rapidement. Donc c'est ces phénomènes-là en général qui vont déclencher la démarche diagnostique qui pourra à la fin probablement conduire au diagnostic du cancer.
Il faut bien relever ici que toutes les boules dans le sein ne sont pas forcément cancer. Mais c'est souvent les modifications, soit à l'inspection ou alors à la palpation, qui vont déclencher le processus. Et à l'hôpital, il y a des examens complémentaires qui seront faits pour pouvoir finalement dire qu'il s'agit d'un cancer du sein. Alors justement, c'est là la grande préoccupation. Une fois que l'on est donc diagnostiqué atteinte de cette maladie, comment est-ce que ça se passe le traitement? Alors, le cancer du sein a un traitement qui a été bien élaboré et bien documenté en médecine. Vous savez, le cancer en général, c'est une pathologie qui est assez méchante. Et c'est pour ça qu'il y a plusieurs armes thérapeutiques qui ont été aussi développées sur le plan médical. Notamment la chirurgie, la radiothérapie, ce qu'on appelle la chimiothérapie, c'est-à-dire que la chimiothérapie, on donne des médicaments par voie intraveineuse qui sont supposés aller détruire les cellules cancéreuses là où elles se trouvent. La radiothérapie, c'est l'irradiation avec des rayons pour aller brûler les cellules cancéreuses. La chirurgie, bien sûr, c'est l'ablation soit de la zone malade ou bien de tout le sein en fonction de la proportion du sein qui est atteinte. Et puis il y a ce qu'on appelle aussi l'hormonothérapie, parce que le sein, c'est une glande qui a des récepteurs aux hormones. Et donc parfois, il y a des cancers du sein qui vont exprimer ces récepteurs-là. Donc il y a des médicaments qu'on va donner pour bloquer ces récepteurs-là, l'hormonothérapie. Et donc pour traiter le cancer du sein à l'hôpital, en général, lorsque le diagnostic est posé, on va faire ce qu'on appelle le bilan d'extension pour savoir si la maladie a quitté le sein pour attaquer d'autres organes. Et une fois qu'on a tout ce bilan-là, on peut stadifier la patiente, savoir si elle est au stade 1 ou 2 ou 3, parce que le traitement va dépendre du stade. Une fois que la maladie a été stadifiée et que les facteurs pronostiques ont été identifiés, lors d'une réunion de concertation pluridisciplinaire, parce que c'est pas l'affaire d'un seul spécialiste, je vous ai cité plusieurs armes thérapeutiques, à chaque arme correspond un spécialiste. Lors d'une réunion donc de concertation pluridisciplinaire, le traitement le plus approprié en fonction du cas sera adopté et c'est ainsi que la patiente peut bénéficier d'une ou de 2 ou de 3 options ou 4 options thérapeutiques. C'est-à-dire qu'on peut faire la chirurgie associée à la radiothérapie, chirurgie plus radio plus chimiothérapie, plus hormonothérapie, peut-être débuter par la chimiothérapie et suivre par la chirurgie. Donc en général, il faut savoir que le traitement est très souvent individuel en fonction de l'état clinique d'un malade et de ses facteurs pronostiques. Alors, toute la démarche que vous venez donc de nous présenter là semble aussi être très onéreuse pour les personnes qui souffrent de la maladie. Alors, est-ce que le traitement au Cameroun aujourd'hui est à la portée de la bourse de la Camerounaise moyenne? Non, ça, il faut sincèrement, malheureusement dire non, parce que tous ces traitements-là sont assez coûteux. Le coût d'une chirurgie, ça va varier entre 400, 500 000, voire 600 000 par exemple. Et puis, s'il faut faire la chimiothérapie en fonction du protocole qui va être décidé, on peut peut-être être entre 130 000, voire jusqu'à 300 000 par cure de chimiothérapie, en sachant qu'il faut à peu près 6 cures pour pouvoir avoir une chimiothérapie complète, la radiothérapie également. Donc, c'est un traitement qui est assez coûteux. C'est vrai, malheureusement, il n'est pas à la portée de tous les Camerounais, je le reconnais. Alors, c'est ça, le traitement, pas du tout à la portée des Camerounais. Est-ce qu'on peut dire qu'une personne qui souffre du cancer du sein est condamnée? C'est une maladie qui est curable? Alors, il faut le dire ici, j'en profite, parce que le cancer, c'est une maladie qui est curable. Lorsque le cancer est dépisté tôt, on le guérit et à peu de frais. C'est d'ailleurs pour ça qu'il est conseillé de sensibiliser autant que faire se peut les masses pour que les patientes arrivent à l'hôpital à un stade précoce. Parce que vous arrivez à un stade précoce, non seulement on va vous guérir, mais on va vous guérir à moindre coût. Parce qu'on ne va pas probablement associer toutes les armes thérapeutiques. Chez nous, on a l'impression que le cancer n'est pas curable, tout simplement parce que les 3/4 des patientes qui nous arrivent à l'hôpital, en général, arrivent à des stades avancés, à des stades 3 ou 4. Ces stades-là où le traitement devient
très problématique et donc parfois le malade ne va plus être curable et donc on est parfois contraint de faire juste ce qu'on appelle des traitements palliatifs. Il se pose également un autre problème, docteur Charlotte Tchente, celui de la disponibilité des spécialistes, parce qu'il faut reconnaître que jusqu'aujourd'hui, à moins peut-être que mes informations soient peut-être dépassées, que ce n'est que dans 2 villes où l'on peut non seulement se faire diagnostiquer et suivre le traitement du cancer, c'est-à-dire Douala et Yaoundé. Comment faire pour surmonter cette difficulté autre qui est l'accessibilité aux spécialistes? Ça, c'est une très bonne question, M. Azégué. Bon, effectivement, de plus en plus, quand même, l'État forme de nombreux spécialistes qui sont affectés dans les régions. Et je pense dans toutes les régions, aujourd'hui, il y a quand même au moins un gynécologue, peut-être un chirurgien. C'est vrai que les 2 centres spécialisés dans la prise en charge des cancers au Cameroun, c'est l'hôpital général de Douala et l'hôpital général de Yaoundé, parce que en plus de tous les autres traitements, chirurgie et chimiothérapie, on peut avoir la radiothérapie dans ces centres-là. Mais je pense que la maladie peut être diagnostiquée aujourd'hui, même en région. Et lorsque les confrères qui sont dans les régions diagnostiquent la maladie, parfois, il peut faire une partie du traitement et puis adresser les patientes dans ces hôpitaux de référence là pour la suite du traitement, surtout si la patiente nécessite une radiothérapie. Donc, de plus en plus, le territoire est couvert par des spécialistes qui peuvent quand même prendre en charge ou tout au moins sensibiliser la population pour que le diagnostic soit fait de manière plus précoce. Alors, le cancer, on le dit, du sein, ça renvoie automatiquement à la femme. Est-ce que ce type de cancer, on ne le retrouve pas également chez les hommes? Ah, effectivement, ça c'est une bonne question. 1% des cancers du sein sont retrouvés chez les hommes. Donc la femme, c'est elle qui a le gros du lot dans les 99% des cas, mais dans 1% des cas, il s'agit des hommes. Donc, les hommes aussi doivent faire attention. Lorsque vous avez des pectoraux qui sont habituellement très plats et que vous voyez que ça commence à pousser, surtout s'il y a un nodule, il faut rapidement consulter. Alors, ce sont les signes avant-coureurs en ce qui concerne les hommes. Vous dites que la poitrine commence à pousser. Ça tend à ressembler à celle de la femme, par exemple? Oui, par exemple, mais surtout que ça ne va pas être une poussée qui est homogène parce que parfois chez les jeunes garçons, on peut avoir ce qu'on appelle la gynécomastie, c'est-à-dire que les seins se développent, mais souvent ça va être des 2 côtés ou alors c'est toute la glande. Mais ici, souvent dans le cas du cancer, c'est un nodule, donc une boule qui va être peut-être plus ou moins bien individualisé. Donc, si vous avez habituellement des pectoraux bien plats et que vous sentez qu'il y a quelque chose qui pousse en dessous, il faut rapidement consulter parce que les hommes aussi sont concernés. 1% des cancers du sein sont retrouvés chez les hommes. Alors, docteur Charlotte Tchente, nous allons sortir de cet entretien en parlant maintenant des attitudes à adopter pour éviter, par exemple, d'être atteinte du cancer du sein. Chez la femme, il s'agit de quoi, par exemple? Quelle attitude? Alors, bon, avant de dire ça, je vais déjà préciser ici que, comme la plupart des cancers, on n'a pas une étiologie connue, mais on a ce qu'on appelle en médecine des facteurs de risque. C'est-à-dire qu'il y a des facteurs, lorsque on a ces facteurs-là, on est susceptible de développer le cancer du sein. Donc la prévention primaire, je pense que vous parlez de la prévention ici, va consister à éviter par exemple, ces facteurs de risque. On a parlé du surpoids, on a parlé du régime qui est riche en graisse, on a parlé de l'inactivité physique, on a parlé du stress chronique qui sont des facteurs de risque. Il faut éviter ces facteurs-là. C'est vrai que le facteur génétique, par exemple, on ne peut pas l'éviter parce qu'on ne choisit pas la famille dans laquelle on va naître. Mais maintenant, lorsque on évite les autres facteurs de risque, qu'est-ce qui reste à faire? C'est essentiellement la prévention secondaire pour ce qui est de ces cancers-là, c'est-à-dire dépister tôt la maladie pour pouvoir avoir la chance de guérir. Parce que lorsqu'on dépiste tôt, si on est très attentif et qu'on fait son auto-examen mensuel qui est recommandé à toutes les femmes à partir de 18 ans jusqu'à la mort, une fois par mois, à la fin des règles, vous savez qu'ils sont en train de régler, vous examinez vos seins et si vous êtes déjà ménopausée, vous fixez un jour. Deuxième attitude, c'est on conseille de faire un examen annuel chez le médecin traitant pour que lui aussi il examine une fois par an vos seins. Et la troisième chose qu'on fait pour le dépistage précoce, c'est des examens, notamment la mammographie, qu'il est conseillé de faire à partir d'un certain âge,
à partir de 48 ou 50 ans, on conseille à toutes les femmes de faire une mammographie tous les 2 ans, ce qui a l'avantage de dépister les lésions qui font encore moins de 1 cm, donc les lésions qui sont difficiles à palper par la main. Alors, il y a des informations qui circulent sur la toile et même auprès de l'opinion publique qui font état de ce que la succion des seins éloignerait les femmes d'être atteintes de cette maladie. Est-ce que vous confirmez ces informations-là? Est-ce que c'est vrai que le fait de sucer les seins peut permettre à ce qu'on ne soit pas, on soit épargné du cancer du sein? Non, nous ne le confirmons pas. Sur le plan médical, ça n'a pas été tellement montré comme un facteur protecteur. C'est vrai que lorsque on lit les livres de médecine un peu anciens, on disait pour ce qui est de l'allaitement maternel qu'il était protecteur. Mais lorsque nous voyons toutes nos femmes qui arrivent dans notre environnement, qui ont le cancer du sein, la quasi-totalité a procédé à des allaitements maternels. C'est-à-dire parfois, elles ont eu 5 bébés, 6 bébés. Et donc, je pense que nous, dans notre milieu, on doit avoir aussi nos études épidémiologiques pour pouvoir identifier. Donc, pour l'instant, sur le plan scientifiquement parlant, cette technique ne permet pas d'éloigner la femme du cancer du sein. Non, c'est pas un facteur protecteur. Ça valait la peine d'être su parce qu'on prend parfois très au sérieux toutes les informations que l'on collecte sur la toile. Merci, Dr Charlotte Tchentengefak. Il faut noter que vous êtes gynécologue obstétricienne à l'hôpital général de Douala. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci, Monsieur Azégué. Ça a été un plaisir et j'espère que les femmes ont appris quelque chose et qu'au moins elles vont se faire l'auto-examen du sein. Et avant de vous remettre la parole, j'exhorte aussi les femmes à penser à leur col, parce que dans notre environnement, le deuxième cancer le plus fréquent, c'est le cancer du col. Alors, je vais vous inviter, aussi bien ces femmes qui nous suivent, et même tous les téléspectateurs, de rester juste après ce journal, parce qu'il sera question justement de ça, d'une jeune dame qui souffrait d'une maladie rare des seins, et qui a donc trouvé guérison grâce à l'émission Regard Social. Regard Social, qui revient donc sur ce cas social avec le retour d'Éric Fernand Kouamouo. Mesdames, Messieurs, je vous remercie d'avoir été à notre compagnie. Donnons-nous rendez-vous demain lorsqu'il sera 20h. Bonsoir.